Et on revient au débat de France 24 consacré aujourd'hui à la candidature, l'annonce de la candidature à l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron avec, pour en débattre, ici même Cécile Amar, journaliste politique à l'Obs, Claude Veil, éditorialiste politique, chroniqueur à Nice Matin, Var Matin, Erwan Lestran, directeur d'études à BVA Opinion et Roselyne Fèvre du service politique de France 24. Erwan Lestran, Claude Veil évoquait à l'instant la majorité possible alternative à Marine Le Pen en cas de second tour à la présidentielle que pourrait incarner Emmanuel Macron, une alliance qui irait du centre-gauche au centre-droite. Est-ce que ces deux électorats sont fongibles et surtout est-ce qu'ils peuvent constituer demain une majorité permettant en tout cas à Emmanuel Macron d'accéder au second tour ? Alors, mathématiquement, oui. Mathématiquement, oui, on peut additionner le score de François Bayrou avec celui d'Emmanuel Macron et considérer que, grosso modo, on se situe autour de 15% pour Emmanuel Macron, autour de 15% dans une tendance très positive pour François Bayrou, dans l'hypothèse où Alain Juppé ne serait pas le candidat des Républicains, et on pourrait arriver mathématiquement autour de 30% des voix et accéder au second tour. Mais ça n'est que mathématique, et en dehors des logiques partisanes. C'est vrai que les machines et les programmes, les machines que sont les partis et les programmes qu'ils diffusent et leur attachement à des idées, alors soit à des combats sur le plan des valeurs, soit à des combats sur le plan de la feuille de route, rend les choses quasiment impossibles et ingouvernables. Et on revient à une situation de 4e République qui n'est pas opérante. Oui, il se pose aussi quand même la question de ce que dit Emmanuel Macron à ses électeurs. Aujourd'hui, Cécile Amar, on peine à voir quel est le programme d'Emmanuel Macron en dehors de l'économie. Que pense Emmanuel Macron du terrorisme et de la sécurité, par exemple ? Est-ce qu'il est proche des électeurs de centre-droite ? Sans doute pas. Sur les questions de société, il y a une époque, Daniel Cohn-Bendit disait « je suis libéral-libertaire ». Il est libéral-libertaire, Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il est libéral en économie, mais il est, à la différence de Manuel Valls, par exemple, ou d'une partie de la gauche, il est très libertaire. C'est-à-dire qu'il est pour un discours sur l'islam qui est bien plus apaisé, il est sur les questions de société bien plus ouvert. C'est pour ça que c'est pas... Moi, je suis pas d'accord avec Roselyne. Il n'est pas populiste, son programme. J'ai dit populiste. Oui, non, mais juste sur son programme... Attention. Ouais. Non, mais son programme n'est pas populiste. Non, je l'opposais au côté schumpeterien, mais ça, au côté sur la critique du système des élites, oui, en partie. Mais son programme, c'est l'identité heureuse, si on peut dire. Son programme n'est pas du tout un programme... C'est pour ça qu'il n'a pas de programme. En fait, c'est effectivement ce qu'on appelle un libre-libre. Le problème, c'est que ces bêtes-là, ça pousse bien aux États-Unis. Et en Grande-Bretagne, en France, ça n'a jamais réussi à s'implanter. Mais c'est pas un problème pour quelqu'un qui prétend renouveler justement la politique de faire simplement acte de candidature. C'est pour ça qu'il fera pas de catalogue, parce que à la limite, chaque fois qu'il sortira une mesure nouvelle, il perdra 10 000 électeurs. Il fera pas une campagne à la à la Bruno Le Maire. Le maire a sorti un catalogue de mesures à un niveau de précision incroyable sur 700 pages. Lui, il entend faire une campagne à la Kennedy, c'est-à-dire non pas sur un programme, mais sur un projet, sur une image et sur quelques idées simples et fortes. On se réunit, on va de l'avant, on est tourné vers le 21e siècle, on va vers l'espérance, on sort de la récrimination. Voilà, c'est vrai que c'est la positive attitude, comme disait Raphaël. Voilà, c'est une question d'humeur sur je vends l'espérance. Le maire, il vendait la fierté. Ouais. Mais l'espérance, comme l'écrivait il y a quelques jours dans le New York Times un éditorialiste, il citait Francis Bacon, non pas le peintre, mais le philosophe anglais. L'espérance, c'est bien au petit déjeuner, ça devient trop maigre au dîner. Eh bien, je trouve que Macron, c'est un peu ça, c'est un peu maigre pour l'instant. Marine Le Pen parle déjà du candidat plexiglas. Elle dit on voit au travers, on attend de voir s'il va y avoir du contenu. Est-ce qu'elle n'a pas trouvé, là encore, peut-être l'argument massu, Cécile Amar sur, par exemple, encore une fois, les questions de sécurité, c'est important parce que les candidats de droite en débattent depuis le début. Est-ce qu'on n'a pas là affaire à un candidat un peu post-laïque, d'une certaine manière, qui dépasse ce débat sur la laïcité et qui cherche à réconcilier tout le monde Il y a plein de choses sur lesquelles, non seulement, oui, on ne sait pas forcément ce qu'il pense, mais on ne sait pas s'il est compétent sur tous ces sujets. Ça va être l'argument principal. Quand Manuel Valls, tout à l'heure, dit il faut des gens solides et il faut de l'expérience, évidemment, ils vont lui dire, mais on est dans un pays en guerre. Est-ce que vous imaginez à la tête d'un pays en guerre un enfant de 38 ans, parce que c'est quand même ça qu'ils pensent. Imaginez Trump à la tête. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis, je suis pas sûre que ça marche, mais c'est ça qu'ils vont faire. C'est ça qu'ils vont faire. C'est quand même, il est jeune, on ne sait pas ce qu'il pense, on sait... Il y avait une chose très frappante ce matin. Ça fait quand même très longtemps qu'on a entendu
qu'on n'avait pas entendu un politique français de haut niveau faire un discours assez long et dense, dans lequel il n'a même pas évoqué la question du communautarisme, de l'islam, des communautés françaises. Il a zappé ça. Moi, je suis pas, comme Cécile disait que là-dessus, je trouve que c'est flou, justement, sur ce qu'il pense sur le terrorisme. Effectivement, moi, j'ai pas d'accroche. Il avait évoqué, lui, les causes sociales. Il en était revenu finalement aux causes sociales pour expliquer le... Non, mais il avait quand même le discours assez classique, de la gauche classique, quoi. Mais par exemple, dans son discours, là, que j'ai écouté, il désigne 3 France, je crois. C'est la France qui est entreprenante, donc qui espère, qui va innover. Il y a la France qui souffre, c'est-à-dire les classes moyennes. Et puis, il y a les quartiers. Mais il nous dit pas ce qu'il fait sur les quartiers. Il donne pas d'explication. Oui. Il fait un constat. Il pose un constat, comme on fait dans les entreprises. Ouais. On pose un diagnostic et on dit voilà, on fait ce qu'on appelle, je sais plus, ça a un nom dans le monde de l'entreprise. Voilà, c'est la politique de l'audit. C'est en effet les limites de l'exercice. J'évoquais Kennedy tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que l'Amérique des années 60 sont un pays extraordinairement enthousiaste et qui a foi en l'avenir. Oui, est-ce que ce discours de l'espérance parle à cette France-là, tétanisée par la peur du monde, fracturée? Oui, puis attendez, l'Amérique, c'est quand même des gouverneurs qui gouvernent au quotidien des États. Là, c'est pas des préfets qui vont faire le boulot à la place du président, ou même des présidents de région. Erwan Lestrohan, on est quand même face à un candidat effectivement un peu polymorphe. Sur ces questions-là, justement, de sécurité, il est perçu comment par l'électorat de droite, puisque ça va être quand même aussi la question s'il veut mordre à un moment au moins vers le centre? Alors, on n'a pas de mesure directe sur sa crédibilité sur le plan de la sécurité. Par contre, ce qui est intéressant de regarder, c'est la structure de l'image ou de l'appréciation d'Emmanuel Macron. Du temps où il était ministre, c'était le ministre qui était le plus aimé par les sympathisants de la droite, le moins aimé par les sympathisants de la gauche. C'était l'extrême inverse. À des niveaux tout de même relativement satisfaisants encore à gauche, qui lui assurait un certain soutien dans l'opinion, mais qui finalement ne lui appartient plus dès lors qu'il a quitté le gouvernement et donc il est en combat avec la ligne de l'exécutif. Aujourd'hui, sa ligne mord plutôt vers la droite, et dans notre classement des codes d'influence, donc des personnalités dont les Français souhaitent qu'elles aient le plus d'influence à l'avenir, il est 2e auprès de l'ensemble des Français, seulement 11e chez les sympathisants de la gauche et 2e chez les sympathisants de la droite. Donc ça montre quand même une base électorale. C'est le 2e meilleur espoir à droite, quoi, finalement, hein, c'est ce que vous nous dites, pour les électeurs de droite. Ouais. Mais c'est que ces combats pour la gauche, finalement, ne lui seront peut-être pas crédités en termes d'intention de vote. C'est l'hypothèse qu'on peut faire. On va voir en tout cas les réactions que provoque son annonce de candidature à droite, justement, et on en reparle. Il a vite appris la politique politicienne. D'abord la trahison, vis-à-vis de François Hollande, qui l'a poignardé dans le dos. Puis maintenant, ces jeux qui ne m'intéressent pas. Moi, j'ai un projet politique. Monsieur Macron est le co-auteur de la désastreuse politique économique qui a été conduite depuis 2012. Il essaye aujourd'hui sans doute de se refaire une virginité. Il faut retenir la date du 16 novembre. C'est une date historique. C'est la fin du quinquennat de François Hollande. Si nous avons partout du renouvellement à gauche avec Emmanuel Macron, et que le seul parti qui ne se renouvelle pas, c'est le parti de la droite et du centre, je pense que ça nous met en risque pour l'élection de 2017. Chacun voit midi à sa porte, à commencer par Bruno Le Maire, Roselyne. Hein. Oui, tout à fait. Lui, c'est tout bénef. Oui, lui se veut le Macron de droite, finalement. Ouais, alors l'effet était un peu raté, on l'a vu lors des débats, parce que c'est vrai qu'il promettait un peu, il avait ce discours-là, et puis au final... Quand il est arrivé dans les débats, finalement, le côté sans cravate, il s'est avéré que ça faisait pchit, donc il en a remis une. En tout cas, vouloir répéter ce mantra, il a été piégé par ce que vous disiez tout à l'heure, la capacité de résilience du système, parce que lui, il a joué de la carte sortez les sortants en étant à l'intérieur, et c'est le système qui l'a mangé, alors qu'au moins, Macron, il tente le tout pour le tout, parce qu'il se place hors système. Oui. Du coup, là, ça va lui tomber dessus de tous les côtés, mais en tout cas, il ne peut pas être trahi par les siens parce que c'est une aventure. Et puis c'est vrai qu'il a démissionné de la fonction publique, Bruno Le Maire, mais que tout le monde s'en fout. C'est vrai que ça n'a pas tellement marqué les esprits. C'était censé être un argument de campagne. On peut lui dire bravo, c'est bien, mais oui. C'est pas son honneur en tout cas. Ça passe pas. Et il a bien bossé parce qu'il a quand même pondu 1000 pages. Comme quoi on n'est pas récompensé. Hein. Ah oui, 700, c'est 1000. C'est 1000. Hein. Oui, on le disait en début de cette émission, cette annonce de candidature aujourd'hui d'Emmanuel Macron, elle vise précisément à parasiter cette primaire à droite, à couper d'une certaine manière l'herbe sous le pied à Juppé, à faire gagner Sarkozy. C'est ça le calcul de Macron ? Pas forcément, mais ça sert de signaux
aux gens de gauche plutôt qui se disaient bon bah peut-être on va aller voter Juppé dans cette primaire parce qu'on veut pas de Sarkozy. Il sert à leur dire bon s'il y avait des gens qui grosso modo sur cette ligne assez libérale, assez hésitaient à voter à droite, je vous rassure, je serais vraiment candidat. Parce qu'il y avait un doute quand même. Il y avait des gens. Et ça peut jouer, Cécile ou... Je ne sais pas si ça joue après, mais en tout cas, c'est ça le calcul qu'il fait. Oui, bien sûr. En tout cas, il enrichit l'offre politique. Oui. C'est-à-dire, en occupant un espace c'est-à-dire qui existait, qui était à peu près celui de Le Canoué en 65 ou de Bayrou en 2000, je ne sais plus combien, 7, qui pèse en effet dans les 15%. C'est les gens qui ne se reconnaissent pas ni dans la gauche classique, ni dans la droite classique, et qui n'aiment pas l'affrontement de la gauche et de la droite, et qui rêvent de cette réconciliation. Et puis il y a quelque chose de marquant dans son discours, c'est qu'il dit, il le dit lui-même, il dit c'est un projet fou, un projet d'émancipation. Pour l'instant, c'est aussi un projet flou. Donc, pardon ? Pour l'instant, c'est aussi un projet flou. Quoi. Oui, pour l'instant, c'est pas de projet du tout. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça fait penser à Bayrou, qui à un moment avait un côté, vous savez, en France, on aime bien les Cyrano de Bergerac, c'est-à-dire qu'on fait du moulinet, on fait des belles phrases, on est rebelle, ça fait chic. Et c'est vrai qu'il avait eu son petit succès. Il y a Macron, c'est vrai que... Il a été à deux doigts à une époque de distancer Ségolène Royal et de Il passer y a un petit côté, effectivement, il y a un petit toujours côté... un espèce de troisième homme à cette période de truc et puis dont on dit qu'il va faire la tourner le système. lassitude à l'égard des forces politiques classiques, traditionnelles, est encore beaucoup plus forte aujourd'hui qu'à l'époque. Oui, mais là, c'est qu'inédit, c'est qu'il nourrit son... C'est pas seulement la lassitude. Depuis le début, on sait que les Français ne veulent ni Sarkozy ni Hollande, ils veulent pas le match revanche, ça on le sait depuis le début, mais il y a aussi un extrême sentiment d'usure du Parti socialiste et des Républicains. D'un point de vue purement tactique, Erwan Lestron, il peut coûter des voix Emmanuel Macron à Alain Juppé dimanche. Est-ce que il peut effectivement provoquer une baisse mécanique d'Alain Juppé ? Relativement peu, et dans la mesure où finalement les deux élections sont complètement dissociées, la primaire et l'élection présidentielle. On va voir d'ailleurs le dernier sondage BVA qui va s'afficher pendant. De toute façon, rien n'empêche de participer à la présidentielle pour voter Emmanuel Macron si on a voté Alain Juppé, sachant qu'Alain Juppé, le gros des sympathisants de la gauche qui votent pour lui, disent qu'ils le font pour faire opposition. Pour faire barrage à un candidat, alors ils ne le nomment pas, mais on a une idée de qui ça peut être. Ce que ça signifie, c'est que ils sont là peut-être par un certain opportunisme, mais un opportunisme qui est destiné à disqualifier Nicolas Sarkozy et qui n'est pas dans la question de l'offre électorale et d'Emmanuel Macron. C'est vraiment dans la disqualification de Nicolas Sarkozy. Donc c'est pas la même motivation au vote, je pense. Alors on le voit s'afficher derrière ce dernier sondage qui confirme effectivement ce que montrent toutes les études d'opinion depuis quelques jours, à savoir la remontée fulgurante de François Fillon, qui se fait d'ailleurs au détriment de Bruno Le Maire et d'Alain Juppé. Aujourd'hui, on a donc un trio de tête très net qui s'est détaché. Il y a même un autre sondage qui va encore plus loin, lui, Opinionway pour Atlantico, qui donne Fillon à égalité avec Sarkozy, 26% chacun. Fillon qui gagnerait dans tous les cas de figure au second tour. Est-ce qu'on va au-devant peut-être d'une surprise ? En tout cas, on ne l'exclut plus dimanche. Non, nous, on a cet ordre d'arrivée qui nous paraît assez solide. Et on a bien un François Fillon qui... Solide, ça veut dire que Sarkozy est bien nettement devant Fillon aujourd'hui. Absolument, on a vraiment ces 10 points d'écart. François Fillon gagne 7 points par rapport à notre mesure du mois de septembre. Donc il y a une dynamique autour de sa candidature qui est-elle crédibilisée par un attachement à ses propositions et à sa capacité à défendre des valeurs. Il remonte bien d'ailleurs auprès des sympathisants les Républicains. Pour autant, François Fillon est vraiment un troisième homme et le duel de référence, ça reste le duel entre Alain Juppé et entre Nicolas Sarkozy. Pour l'instant, nous, dans les chiffres et dans ce qu'on mesure, le scénario d'un coude à coude entre Nicolas Sarkozy et François Fillon, c'est le scénario le plus hypothétique où tous les gens qui ne sont pas certains de voter pour Nicolas Sarkozy n'y vont pas, mais ces bases électorales ont l'air relativement mobilisées, peut-être autour d'un plafond de 30%, mais relativement mobilisées. Et François Fillon, il faudrait que tous les gens qui sont incertains de voter pour lui aillent voter. Donc, c'est le scénario hypothétique. Il y a un phénomène de vase communicant, on le voit quand même entre les électorats Juppé et Fillon d'une certaine manière, peut-être unis dans un même rejet de Sarkozy. Je pense que c'est un effet Sarkozy. C'est-à-dire que Sarkozy a tellement tapé sur Juppé, sur le thème, ce type-là, il n'est pas vraiment de droite, il est mou, il se prépare à trahir, etc., que du coup, une fraction de l'électorat de droite qui n'aime pas Sarkozy non plus s'est dit, si on veut avoir un vrai candidat de droite, du coup, on va aller chez Fillon. Je pense que ce mouvement de vase communicant entre Juppé et
Fillon est largement l'effet des attaques de Sarkozy. Roselyne. Alors moi, je me méfie, parce que Sarkozy, est-ce que ce ne serait pas le vote caché, comme un peu aux États-Unis? Tout le monde ricane. Effectivement, ça fait ricaner. Quand tu parles de double portion de frites, tout le monde fait waf, 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 il est ridicule, etc. N'empêche qu'au-delà de son coffre-fort au sein des Républicains, est-ce qu'il n'y a pas l'effet... Alors, c'est vrai, tout le monde aujourd'hui s'en retourne finalement à l'impossibilité, la barrière qui est tombée Trump aux États-Unis. Est-ce que ça peut être une leçon pour nous? Je regardais que la Fondapol avait fait une étude sur qui allait voter à droite. Je crois que c'était 34% des électeurs du Front National qui allaient voter à la primaire de la droite. Donc dans ce cas, ça m'étonnerait qu'ils aillent sur Juppé. Ça m'étonnerait, alors peut-être Fillon, parce que c'est avec son côté un peu de Thatcherien. Oui, et puis la manif pour tous. Mais aussi, hein, les gens du Front National, c'est pas le libéralisme à tout craint. Parce que quand on regarde aux États-Unis, c'est quand même des décennies de libéralisme qui sont aujourd'hui sanctionnées. Et aujourd'hui, la mode est à la relance, à ce que Valls s'appelle la vieille gauche. Donc ça, c'est le créneau de Marine Le Pen. Maintenant, Sarkozy, sa double ration de friste, est-ce qu'elle peut finalement faire ricaner les élites, faire ricaner l'élite? Ça veut dire pas une double ration de vote. Ne travaillons pas pour l'Institut de sondage. Moi, je conteste l'idée d'un vote caché Trump aux États-Unis, parce que les sondeurs ont été, contrairement à ce qu'on a dit, assez bons. C'est dans la marge d'erreur. Plus que ça, sur les sondages qui ont été faits la veille du scrutin, il y avait 2 sondages qui mettaient Trump en tête, et la moyenne de tous les instituts... Mais après, quand il y a eu l'affaire du FBI... Non, je parlais de sondages faits la veille. La moyenne des instituts donnait 1,5 point d'avance, je crois, à... Enfin, sur le Michigan, la Pennsylvanie, il n'y a pas beaucoup de sondages qui donnaient Trump. État par État, il y a eu des erreurs. Mais au niveau global, ils avaient une... Elle a quand même gagné avec plus d'1 million. Enfin, gagné. Elle a quand même été battue avec plus d'1 million de voix d'avance. Oui, bien sûr. Elle gagne le suffrage populaire. Cécile Amar, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que, du coup, cette incertitude qui découle à la fois de ces sondages et puis de Trump, parce qu'il faut le dire aussi, il y a un effet Trump maintenant qui fait qu'on n'ose pas trop se mouiller, on est tous extrêmement précautionneux, et puis c'est aussi une grande première, cette primaire droite, alors on n'a pas de recul et on ne connaît pas encore le corps électoral. Est-ce que tout ça, ça peut faire que demain, les candidats vont se jeter dans l'arène d'une certaine manière pour ce 3e débat? Ils auront tous beaucoup à gagner ou à perdre? Il y a des gens qui ont à gagner, forcément. Après... je ne sais pas si ça change vraiment le vote, l'effet Trump. Ça change évidemment notre attitude à nous tous. Oui. C'est tout. C'est qu'on ne veut pas dire non, on est sûr. Donc les sondages, on dit tous c'est des sondages, mais ça se trouve, ils racontent n'importe quoi. Alors que jusqu'à la semaine dernière, on a tous publié plein de sondages en expliquant à chaque fois que c'était une photographie. Enfin voilà, est-ce que ça change quelque chose du vote de la primaire? Honnêtement, je n'en sais rien. Surtout qu'on ne connaît pas dire... Même dans cette primaire on ne connaît pas le corps électoral. On ne connaît pas le corps électoral. On n'a jamais eu. C'est très fluide, parce qu'il ne s'agit pas de changer de camp. Il s'agit de passer d'un cheval à l'autre dans la même écurie, si je peux dire. On l'avait vu entre Chirac et Balladur, d'ailleurs, en 1995. Et on l'a vu aussi dans la primaire socialiste, où au dernier moment, des gens ont changé d'avis. C'est assez facile quand on reste à l'intérieur de la même famille politique. Et puis, la montée de Fillon nous dit quand même quelque chose. C'est que on est peut-être sorti du référendum. On a vécu pendant des semaines sur un référendum pour ou contre Sarko, quoi. Oui. Et Juppé, c'était le candidat anti-Sarko. Il avait quasiment le monopole dans l'électorat, en tout cas de la crédibilité, de l'anti-Sarkozy. D'une certaine façon, maintenant, ce brevet est partagé. Donc, tout ça devient très incertain. Le mot de la fin pour Erwan Lestrohan. Bien sûr, pour vous, c'est un enjeu particulier, on l'imagine, ce dimanche. Est-ce que l'élection de Donald Trump pèse, d'après vous, sur le vote des électeurs de la droite et du centre? Est-ce que ça vous rend, vous, beaucoup plus méfiant? Non, après le couac qui a beaucoup été commenté des sondages, même s'ils n'ont pas nécessairement une véracité dans les chiffres, mais le couac qui a été beaucoup commenté met une certaine pression sur les instituts de sondage à diffuser des informations solides. Et comme vous le disiez aussi, c'est vrai qu'on a une incertitude sur le corps électoral qui rend les choses particulières, parce que on se base sur 2,5 millions, 2,6 millions qui étaient ceux de la primaire socialiste. Autour de 3 millions, on est même plus que le premier tour de la primaire PS. Le premier tour de la primaire PS en 2011, c'est 2,7 millions. Là, on serait sur 3 millions et demi, même 4 millions, nous, dans notre indicateur un peu plafond. 3 millions et demi, ça veut dire que 1%, c'est 35 000 votants. Donc François Fillon peut bénéficier d'une conviction à la marge de l'électorat pour voir son score progresser. Les dynamiques électorales peuvent être très sensibles parce que le pourcent
représente assez peu de monde. Oui. Ouais, la différence, c'est oui. qu'aux primaires socialistes, la droite n'allait pas voter, et là, aux primaires de droite, peut-être que la gauche va aller voter. Mais dans le sondage sur la primaire de la gauche, c'est toute la question. Oui, Chez Sarkozy, là-dessus, ils n'ont pas varié depuis le premier jour de la campagne. C'est Juppé, ça va se dégonfler parce qu'il est le candidat préféré des gens qui, de toute façon, n'iront pas voter. Donc... Et on verra ça effectivement ce dimanche avec avant ce dernier débat entre les candidats les Républicains. Ce sera demain. Merci beaucoup à tous nos invités. Dimanche, on se donne rendez-vous. Et bien sûr avec Roselyne Febvre, oui, bien sûr, tout au long de cette journée. Il y aura énormément de choses à voir et on suivra bien sûr avec vous le résultat à 20h et à partir de 20h et tout au long de la soirée, bien sûr, de ce premier tour, de cette première primaire. C'est inédit dans l'histoire de France, à droite et au centre. Merci beaucoup, Roselyne. Merci également à Cécile Amar d'avoir été avec nous. Merci à Erwan Lestrohan. Merci à Claude Veil. Vous restez avec